Ok, je pense qu'on est bon. Donc, bonjour, je me présente Denis Marot. Donc, je suis expert en traitement d'image au sein d'Airbus Defence and Space. Donc, la division défense et espace d'Airbus, qui est basée à Elancourt, à côté de Versailles. Et où on travaille sur plein de sujets, mais notamment tout ce qui est extraction d'informations dans des données, notamment satellitaires. Donc, c'est pour ça qu'on va présenter le use case aujourd'hui autour de l'imagerie satellitaire pour des applications de renseignement, défense. Voilà. Euh, donc, euh, donc, la présentation de l'atelier. Dans la première heure, ce qu'on va faire, c'est vous présenter justement le cas d'usage, puis après les données et l'environnement qui ont été mis en place. L'idée, c'est que d'ici le déjeuner, chaque participant puisse découvrir les données qui sont mises à disposition, le cas d'usage, jouer un petit peu déjà avec les premiers notebooks, faire tourner un certain nombre de codes, etc., expérimenter et commencer à partager autour d'idées pour résoudre le problème qui est posé, ce qu'on va faire ensuite dans l'après-midi. Donc justement, dans l'après-midi, voilà, chacun essaie un petit peu des différentes approches et à la fin de la journée, l'idée c'est d'échanger, de voir quels sont les résultats qui ont été obtenus et est-ce qu'il y a des tendances effectivement qu'on peut déduire de tout ce qui aura été fait. Sachant que là, c'est pas indiqué, mais en pratique, cet atelier continue après à San Francisco. À 18 heures, on se connecte avec San Francisco et on a une équipe également côté San Francisco qui va travailler ce soir. Pour eux, il sera 9 heures du matin, sur la même thématique et essayer de poursuivre ce qui aura été fait ici. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi un débrief après ces deux workshops pour voir en conclusion finalement qu'est-ce qui aura été obtenu par rapport à ces deux journées. Voilà, donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester sur le créneau San Francisco. OK. Donc, on a appelé cet atelier Frugal AI. Donc, de quoi parlons-nous déjà à propos de Frugal AI? Parce que bah, on a tous observé les progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle récemment, notamment tout ce qui est générative AI, avec GPT-4, GPT-4, le Midjourney, avec les différentes versions, etc. Et également les foundation models, ces modèles énormes qui ont appris sur des milliards, enfin des centaines de millions d'images ou de données et qui ont des tailles vraiment très très conséquentes. Tout ça, c'est pas vraiment frugal. Ça, clairement, on n'est pas du tout dans la tendance frugale avec ces modèles-là. Ces modèles-là, ils requièrent d'énormes volumes de data qui ne sont pas toujours disponibles pour certaines applications. Si on parle d'imagerie médicale, par exemple, typiquement, voilà, on va être dans un cas où ça va être difficile d'accéder à la donnée, par exemple. Par ailleurs, ces modèles, ils demandent beaucoup d'annotations supervisées. La plupart des approches, elles sont quand même orientées supervised learning. Donc, ça veut dire il faut avoir les annotations correspondantes. Et ça, constituer ces annotations, c'est long, c'est fastidieux. Ça génère également, on a vu un certain nombre de scandales apparaître sur le fait que tout ça soit sous-traité dans des pays à bas coût de main-d'œuvre et avec des tâches quelquefois quand même pénibles, très peu payées. Donc voilà, il y a quand même des questions qui se posent autour de ce type de travaux. Et puis également, le fait de faire des annotations supervisées, ça introduit des biais potentiellement également, des biais d'annotation. Et enfin, comme ce sont d'énormes modèles, ça demande des infrastructures de calcul énormes également et qui ne sont pas accessibles forcément à tout le monde. Par ailleurs, alors pas accessible à tout le monde, et par ailleurs qui, d'un point de vue écologique, parce qu'on parle de frugalité, c'est aussi un des axes de la frugalité, d'un point de vue écologique, vont pas être effectivement très écologiques. Voilà, donc du coup, par rapport à ça, du coup, pardon, hop, oui, donc voilà, ok. Voilà. Donc, du coup, pour répondre à ces problèmes-là, il y a en parallèle de ces modèles énormes, etc., qui ne sont pas du tout frugaux, un besoin et une recherche également sur la frugalité, mais qui se traduit par différents axes. Et ces axes, d'ailleurs, on les a explorés. Peut-être certains d'entre vous étaient présents avant l'été. On avait fait
avec Datacraft un premier atelier justement d'état de l'art sur la frugalité, où on a exploré un petit peu les différentes méthodes proposées pour chacun de ces axes, sachant que là aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur un seul des axes. Mais si ça vous intéresse, je crois que la présentation est même en ligne sur YouTube, il me semble, donc pouvoir la retrouver. Donc, en gros, la frugalité elle peut s'exprimer à la fois au niveau de l'apprentissage et à la fois au niveau de l'inférence. Au niveau de l'apprentissage, la frugalité sur la data déjà. Il y a certains cas où effectivement, on a très peu de données pour apprendre notre modèle. Et bon, ben, on sait tous que notamment le deep learning nous demande beaucoup de données pour être appris. Donc, c'est par exemple tout ce qui est détection de défauts, par exemple, sur voilà, des fuselages, par exemple, chez nous, chez Airbus. Bon, bah, heureusement, on n'a pas tant de défauts que ça, mais on voudrait quand même pouvoir apprendre des modèles qui détectent de manière automatique différents types de défauts. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir construire des modèles qui, malgré le fait qu'on ait peu de données d'apprentissage, puissent quand même donner des bonnes performances. Donc ça, c'est vraiment, voilà, comment traiter le fait qu'on a peu de données dès l'entrée. Deuxième axe, c'est on peut avoir beaucoup de données, mais par contre, on veut essayer de minimiser le nombre d'annotations. Et là, c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces annotations, elles peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, longues à faire, fastidieuses, etc. Si on les remarque, on les forme. Oui, bien sûr. Alors, peut-être que ça a fait l'objet de la présentation la dernière fois, mais pour justement spécifiquement pour détecter les anomalies, il y a des bibliothèques qui commencent à apparaître. On ne fait que sur la normalité, justement, et c'est supposé repérer ou annoncer les choses qui n'ont pas été vues au cours de l'apprentissage pour avoir ces anomalies sans avoir vu d'anomalie. Exactement, voilà. C'est exactement voilà, les approches souvent qui vont effectivement traiter cet axe-là, c'est que puisqu'on n'a pas beaucoup de données anormales, ben, on va essayer d'apprendre ce que c'est que la normalité, là, plus loin de normalité, et du coup, voir si on dévie de ce modèle-là en disant, bon, voilà, il se passe un truc que j'ai jamais vu, effectivement, et du coup, il y a peut-être un débat. Donc ça, c'est une des approches, et peut-être en le combinant avec quelques exemples on peut avoir malgré tout, on peut arriver à obtenir. Mais voilà, tout à fait, c'est ces approches VAE, par exemple, selon le auto-encodeur. Voilà, donc là, ici, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cet aspect-là. Donc, peu d'annotations, potentiellement beaucoup de données, mais je veux minimiser le nombre d'annotations pour réduire mes coûts, notamment, ou accélérer la mise à disposition d'un modèle. Après, ben, il y a ce qui permet de réduire l'impact environnemental de l'apprentissage. On sait tous que c'est la phase d'apprentissage qui est vraiment la plus coûteuse. Et donc, est-ce qu'on peut réussir à peut-être apprendre sur moins de data? Donc, il y a par exemple des approches de dataset distillation qui consistent à j'ai un énorme dataset au départ, bah, peut-être que dans cet énorme dataset, il y a beaucoup de redondance. Finalement, je peux peut-être obtenir la même performance d'entraînement au final à partir d'un dataset réduit qui va du coup demander moins de compute, effectivement, que si j'utilise mes centaines de millions d'images, peut-être que si j'en utilise qu'un million, mais bien choisi, voire synthétisé, c'est-à-dire à partir de mix des images initiales, par exemple, il y a ça aussi, je peux arriver à avoir un dataset beaucoup plus réduit qui va du coup demander moins aussi de compute pour ensuite apprendre mon modèle. Voilà, et au moment de l'inférence, après, ben, on veut être frugal, par exemple, pour être capable de s'intégrer sur des plateformes avec des ressources limitées. Nous, par exemple, sur les satellites, à bord des satellites, on veut pouvoir mettre des traitements, mais on a des calculateurs qui sont bien moins, il n'y a pas de GPU, bien sûr, il faut que ça consomme peu. Donc, c'est des calculateurs beaucoup moins puissants que ce qu'on a au sol, et donc, ou dans un drone, etc. Donc là, on va avoir des approches de quantification des modèles, de compression des modèles, qui vont permettre de réduire l'empreinte mémoire et le nombre de calculs, aussi de pruning. Et on va couper les branches du modèle qui finalement ne servent pas à grand-chose, et pour arriver à faire rentrer le modèle finalement dans une ressource limitée.
Et puis, bon, les mêmes techniques vont être utilisées également pour réduire les coûts d'inférence. Une fois qu'on a notre modèle, on veut le faire tourner. Forcément, si on peut limiter les ressources GPU nécessaires, etc., c'est toujours bien. Et puis, ça va avoir un impact aussi sur l'environnement. Ok. Donc là, comme je l'ai dit, aujourd'hui dans cet atelier, on va se concentrer sur cette partie-là, parce que vous allez voir que le cas d'usage qu'on présente, c'est vraiment ce cas-là. Airbus, on a, nous, nos satellites d'observation, avec Spot, Pléiade, Pléiade Néo, maintenant aujourd'hui. Donc des images, on en a autant qu'on veut. Ça, voilà, c'est pas un problème de frugalité de la data. Par contre, pour le cas d'usage qui nous intéresse, qui est la segmentation sémantique d'une image, qui consiste donc à, pour chaque pixel, donner une classe parmi n classes. Donc là, ça va être route, bâtiment, fleuve, etc. Voilà. Si je dois constituer cette vérité terrain sur une image ici, et puis ensuite sur des dizaines et des centaines d'images, et des milliers d'images, c'est extrêmement coûteux, extrêmement difficile. Si on parle de détection de changement, c'est encore plus compliqué, parce que la détection de changement, c'est j'ai l'œil droit sur l'image d'avant, l'œil gauche sur l'image d'après, et il faut que je dise entre les deux où est-ce que ça a changé, sachant qu'en plus, la définition d'un changement pertinent pour ce qui nous intéresse est un peu ambiguë. Bonjour. Installez-vous. Voilà, il y a des tâches comme ça qui requièrent, pour lesquelles la notation peut être vraiment compliquée. Or, justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Le problème, c'est que si j'observe une région du Moyen-Orient, je ne vais pas avoir du tout le même type d'image que si j'observe en France ou que si j'observe aux US. Donc, arriver à faire un modèle qui traite toutes les régions from scratch, ça voudrait dire annoter des milliers et des milliers d'images sur toutes les régions possibles, ce qui serait possible, mais qui va être extrêmement coûteux, ce qui n'est pas forcément le plus efficace aussi. Peut-être que j'ai plus intérêt à avoir des modèles régionaux, un modèle qui traite le Middle East, un modèle qui traite l'Europe, un modèle qui traite et qui va être spécialisé. Donc, voilà. Donc, du coup, on s'intéresse effectivement aux techniques qui nous permettraient, à partir du moment où j'ai un premier dataset qui est annoté effectivement, pour lequel j'ai un modèle que j'ai appris qui a une bonne performance. Comment est-ce que, à partir de cette information-là, et juste un ensemble d'images sur un nouveau domaine, donc une nouvelle région, par exemple, j'arrive à transférer la connaissance, j'arrive à réobtenir un nouveau modèle sur le nouveau domaine, sans avoir à annoter ou en annotant le moins possible le nouveau domaine. Donc, c'est vraiment la problématique du domain adaptation. Que je vais détailler un petit peu plus loin derrière, et que je déclinerai selon nous on a deux applications potentielles un peu particulières. Donc le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est le domaine adaptation classique. J'ai un modèle et des données annotées sur un domaine, un nouveau domaine sans données annotées, et je veux arriver à traiter ce nouveau domaine avec un minimum d'annotation, voire pas d'annotation. Ça, c'est le domaine adaptation. Unsupervised ou weakly supervised selon si je prends ou pas des annotations sur le nouveau domaine. Et puis, il y a le domain specialization qui, lui, est un petit peu particulier, qui est de dire, voilà, j'ai un besoin immédiat, j'ai une grande image, celle-là, par exemple, je veux très rapidement obtenir sa segmentation, mais sur cette image. Ça, typiquement, sur des applications de défense, par exemple, c'est, voilà, je déploie, je sais que demain, je déploie des troupes sur cette zone. Je veux très rapidement avoir un descriptif de la carte de cette zone. Et tout ce qui m'intéresse, c'est avoir quelque chose le plus précis possible là-dessus très rapidement. Si je demande à quelqu'un de le saisir manuellement, ça va me prendre 3 jours, 4 jours, ça ne marche pas. Donc, comment est-ce que je peux, sachant que c'est cette image que je veux segmenter, comment est-ce que je peux optimiser mon entraînement, tout ce que je peux optimiser pour que, à la fin, sur cette image, ça marche très bien. Et après, je jette le modèle parce qu'il ne marchera que sur cette image. Mais au moins, avec le pari que cette phase d'optimisation est moins longue que la notation manuelle, bien sûr, parce que si c'est plus long, ça ne sert à rien. Mais voilà, je viens adapter strictement à cette image. Et ça, on va le voir, une des approches qui apparaît de plus en plus, qui s'appelle du test time adaptation ou test time training, où finalement, on va venir, plutôt que d'essayer de généraliser, au contraire, au moment de l'inférence,
on va essayer de s'adapter à la donnée sur laquelle on essaie d'inférer. Et optimiser un petit peu plus encore juste pour cette donnée. Et puis, cette optimisation, après, on la jette et on optimise après sur la deuxième image, puis sur la troisième image, etc. C'est une des approches aussi qui apparaissent aujourd'hui dans la littérature. Voilà, donc le domain adaptation, je rappelle, il y a différentes variantes, effectivement. Donc, on a un source domain, on a un target domain. Le source domain, on a des images et des annotations de vérité terrain. Et on a un modèle qu'on a appris à partir de ce couple voilà, image-annotation de manière supervisée, classique, que ce soit un modèle à partir de Transformers ou de Convolution Neural Networks. Voilà, on a ça. Et puis, on a un target domain où là, on n'a que des images. En pratique, pas d'annotation ou peu d'annotation. On va voir on va s'autoriser quand même peut-être à annoter 5%, 10% du dataset et voir qu'est-ce que ça apporte. Et puis, donc, on a différentes variantes sur la domain adaptations. Si on n'a pas du tout de label, effectivement, dans le target domain, on va parler de unsupervised domain adaptation. Donc, puisqu'on n'a que des labels sur le source et pas du tout sur le target. Donc, ça, c'est du unsupervised domain adaptation. Si on a quelques labels sur le target domain, on va parler de weakly supervised domain adaptation. Voilà, on a quelques images parmi tout le dataset qui sont annotées. Si, comme je le disais tout à l'heure, le test data est connu et fixe dès le départ, c'est mon domain specialization. Là. Le domain specialization, on peut appeler ça aussi le transductive domain adaptation parce que je vais m'autoriser à prendre en compte la donnée sur laquelle à la fin je veux évaluer dans le processus d'optimisation, dans le processus de training. Donc, c'est un cas particulier, mais il existe et on peut essayer de faire ça aussi. Et puis, il y a une autre variante qu'on ne regardera pas aujourd'hui, qui est où je n'ai que le modèle, je n'ai plus accès à ça, aux sources domain. J'ai le modèle et le target domain sans annotation. Et donc là, dans ce cas-là, on parle de source free domain annotation, c'est-à-dire je n'ai pas accès à ces images-là, donc je ne peux pas les réutiliser dans mon optimisation. D'accord. Ça, pour l'instant, on va pas le regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, essentiellement, les expérimentations qu'on vous propose, ça va être de regarder un petit peu surtout les trois premiers, le No Target Labels, Few Labels et le Transductive Domain Adaptation. Ça va jusque-là. Voilà, donc quelles sont les différentes approches rapidement qui dans la littérature sont proposées pour résoudre ce problème de domain adaptation, juste pour vous, voilà, je sais pas à quel point vous êtes familier avec ce domaine, donc, pour vous donner un petit peu un background voilà, sur les approches. Donc d'abord, le premier, je ne vais pas détailler la précédente, donc il y a quatre approches dont on parle ici, il y en a d'autres, mais voilà, dont je vais parler ici. Les approches de style transfer qui vont consister à essayer de transformer le style du domaine où on a des annotations dans le style du domaine où on n'a pas d'annotation, ou l'inverse, on va voir. Les approches adversariales qui sont qui sont assez proches du précédent en fait. Les approches de self-learning, pseudo-labeling, qui consistent à générer automatiquement des labels sur le domaine où on n'a pas de label, justement, on va voir comment. Et puis, les approches de test time adaptation, dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, consistent à, au moment de l'inférence, essayer de faire une optimisation sur la donnée sur laquelle je suis en train d'inférer, et puis après une autre optimisation sur la donnée d'après, etc. Donc, les approches de style transfer, l'idée, c'est d'utiliser typiquement des GAN, donc c'est Generative Adversarial Network, ou maintenant les modèles de diffusion également commencent à être pas mal utilisés pour ça aussi, pour transformer les images de la source, donc où j'ai des annotations, dans le style des images du target. Parce que pourquoi est-ce que nos modèles ne marchent pas? C'est parce que, pourquoi est-ce qu'il y a un gap entre les deux domaines? Parce que justement, il y a une distribution différente entre le domaine source et le domaine target. Et donc, le modèle, lorsqu'il rencontre la distribution du target domain, il voit des trucs qu'il n'a jamais vus et du coup, les inférences vont pas être précises. Donc, si on arrivait à transformer les sources images dans le domaine du target, dans le style du target, tout en conservant la structure de la source image, et c'est ça qui va être un petit peu la difficulté. Du coup, on va pouvoir bénéficier des labels de la source image qu'on a,
associé au style. Alors, le style, c'est quoi? C'est les couleurs, le bruit, voilà, tout ce qui fait que, justement, les deux sources et target domaine ne sont pas les mêmes. Et donc, on va avoir du coup une paire, si on arrive à transformer effectivement le source en target, en gardant la layout du source et le style de la target, on va avoir du coup des couples target style et source ground truth, à partir duquel je peux entraîner du coup un modèle de segmentation sémantique classique en supervisé et tester, voilà, est-ce que effectivement ça marche mieux que si j'utilisais le modèle au départ. Donc c'est vraiment, vous avez vu tous, je pense, voilà, ces approches de style transfert où je prends le style de Van Gogh, donc je prends une peinture de Van Gogh et puis un portrait, et puis on retrouve le portrait avec le style de Van Gogh. Bon. Donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'appliquer la même chose, mais entre deux domaines d'images satellitaires. Alors très rapidement, comment c'est fait en général? L'idée, c'est de dire que, en gros, on va avoir un network qui va avoir deux loss. Un loss sur le contenu, et le pari est de dire que le contenu, il est codé quelque part dans une couche relativement basse d'un réseau style VGG16, par exemple. On va faire passer une image dans un réseau juste pour extraire des features, quelque part, extraire voilà, des feature maps. Et on va se dire, probablement le contenu sémantique de l'image, il est plutôt codé effectivement vers la fin du réseau. Et donc on va juste avoir un loss qui va essayer pour l'image transformée en style ici, d'avoir les mêmes feature maps que celles du contenu, donc de la source ici. Et pour le style, l'idée, c'est de dire que le style, c'est traduit par les corrélations que j'ai au sein des feature maps. Si j'ai en même temps telle feature et telle feature qui apparaît plus souvent, etc. Ça, c'est une notion de style, effectivement. Et donc, on va calculer ces corrélations à différents niveaux des feature maps. Donc, ici, on va faire des corrélations ici, des corrélations ici, des corrélations. Et on va chercher à ce que ces corrélations soient les mêmes entre l'image transformée et l'image source. Voilà. Donc, du coup, en combinant ces deux loss, on va réussir à avoir normalement une image qui garde le contenu, le layout de la source image, mais qui prend le style de la target image. Voilà. Bon, et donc, vous allez voir que dans ce qu'on vous propose, il y a une des approches qui essaie de faire ça, effectivement, de transformer ce style et ensuite d'apprendre à partir de ces images transformées. Est-ce que je peux le rajouter? Ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, cette technique, elle est qualifiée de non supervisée, mais non supervisée parce que dans l'idée, on ne connaît pas le masque, donc le layout de l'endroit sur lequel on va de la cible. Mais en fait, on prend un jeu de données sur lequel on a les masques, du coup. Donc, en fait, on va entraîner de manière supervisée un jeu de données qui va être transféré de style avec les masques que l'on connaît. Et donc, effectivement, dans le transfert, il faut vraiment pas que ici, la structure, elle bouge, donc que le bâtiment, il soit déformé, qui change, parce que du coup, on aurait un entraînement supervisé qui serait biaisé. Du coup. Mais voilà. Mais donc, du coup, on est sur du non supervisé dans l'idée, mais on fait quand même un entraînement supervisé. Voilà. Il faut voir un petit peu cette nuance-là. Tout à fait, voilà. L'aspect non supervisé et l'aspect transfert de style, par contre, après, effectivement, pour obtenir derrière un entraînement supervisé à partir du style transfert. Voilà. Après, alors, les approches adversariales, elles sont assez proches finalement de ce qu'on vient de noter, surtout la première approche. L'idée, c'est d'utiliser un discriminateur. Donc, vous savez, voilà, c'est GAN, hein, vous connaissez, c'est une compétition entre un générateur et un discriminateur. Le générateur qui cherche à générer des images dans un certain style, par exemple, et le discriminateur qui est chargé de dire si une image vient du générateur ou vient de la target, du target domaine. Et si les deux arrivent à bien être en compétition, au final, le discriminateur ne sait plus distinguer, il est à 50%, 50-50, il ne sait plus distinguer si l'image vient du source domaine, enfin, du target domaine ou du générateur. Et le générateur, lui, a bien appris à générer du coup des images du target domaine. Voilà, donc du coup, l'idée c'est ça justement, c'est grâce à enfin d'abord on va faire un pré-training ici à partir des sources images et des labels pour obtenir un premier
voilà, un premier réseau. Et puis après, on va utiliser ce qui sort de ce premier réseau avant les dernières couches de classification, donc des feature maps ici à la fin, pour faire en sorte que ce discriminateur arrive à distinguer entre les sources images ou les target images transformées par un réseau target CNN, justement, qui va lui aussi être appris. Donc, quelque part, lui, c'est le générateur qui doit générer, alors, plus directement une image stylisée. C'est un peu la différence par rapport à tout à l'heure, où on travaillait dans le domaine image tout à l'heure, on essaie vraiment de transformer l'image, alors que là, on va plutôt transformer des feature maps. On est plus dans le domaine des feature maps, finalement, que dans le domaine de l'image finale. Voilà. Et donc, du coup, si ce discriminateur n'arrive plus à la fin à distinguer entre les deux, on espère qu'effectivement, le target CNN sort des feature maps qui sont équivalentes en termes de distribution que le source CNN. Et donc, on va être capable, dans ce cas-là, d'utiliser le même classifier qu'on avait entraîné ici directement avec ce nouveau réseau. Donc ça, c'est une approche. Deuxième approche, c'est de prendre en compte directement la tâche finale. Là, vous voyez que c'est indépendant finalement de la tâche finale. Ici, la tâche finale, elle n'apparaît pas, à part que, bon, effectivement, si le source CNN quand même a été appris effectivement pour ça, mais ici, on a vraiment, mais c'est en deux étapes, on va dire. Le classifier, notamment, n'est pas réappris ici, alors qu'ici, dans une approche plus récente, là, on a un apprentissage conjoint entre le fait d'aligner les feature maps par le discriminateur. Donc là, on a ce loss adversarial ici qui essaie de distinguer à chaque fois entre les feature maps de la source ou du target domaine transformé, pardon. En même temps, on va essayer d'estimer la segmentation sémantique. Donc, on a ici une approche qui est conjointe, on va dire, entre la segmentation sémantique et l'adversarial network. Voilà, après, autre type d'approche, self-training, pseudo-labeling. Donc là, l'idée, c'est, puisqu'on n'a pas de label, comment générer automatiquement des labels. Voilà, on n'en a pas, donc on veut essayer d'en avoir quand même. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on appelle ces pseudo-labels. On va utiliser un network qu'on a qui soit suffisamment bon, et ça va être un peu le problème, c'est justement de quoi on part. Donc, première chose, ça peut être partir du modèle sur la source, notamment. Et ça prend l'hypothèse du coup que le domaine source et target ne sont pas trop éloignés. Si c'est trop éloigné, ça va pas marcher. Et puis, on va inférer sur le target domaine les prédictions avec ce premier modèle. Donc, ça, c'est la deuxième étape. On infère des prédictions. Et puis, on va sélectionner une stratégie pour sélectionner parmi les prédictions de labels faites par le premier modèle, quelles sont celles qui sont les plus robustes, ou en tout cas celles qu'on va utiliser comme label pour réentraîner ensuite mon modèle. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi du self-training. J'infère sur une donnée, je sélectionne les pixels peut-être les plus robustes, les moins incertains, et je réapprends à partir de cette inférence. Alors évidemment, et c'est là où c'est un peu délicat à régler, parce que si je prends que les pixels les plus certains, je risque de pas apprendre grand-chose, parce que comme ils étaient très certains, je vais pas apprendre grand-chose en les réutilisant dans l'apprentissage. À l'inverse, si je prends des trop incertains, il y a sûrement beaucoup de bruit dedans, et du coup, je vais apprendre des choses qui sont pas vraies, en fait. Donc, il faut trouver le bon critère de mesure de l'incertitude des pixels ou de la robustesse des pixels que j'utilise pour refaire mon apprentissage. Et donc, on va voir qu'il y a différentes stratégies possibles. Et puis, donc, une fois que j'ai sélectionné donc, les pixels que je veux utiliser pour faire mes pseudo-labels, je réentraîne mon modèle à partir de ces pseudo-labels et puis je peux itérer. Du coup, j'ai des nouvelles prédictions. Donc, à partir de ces nouvelles prédictions, pareil, je réestime leur incertitude. Ça va peut-être probablement bouger un petit peu et j'obtiens de nouveaux pseudo-labels que là, je peux tourner un certain nombre d'itérations. Est-ce que c'est sufficient ego network peut être réseau, mais après, on semble que c'est donné un peu difficile de base. Donc, la sur de représentation. Tu parles de ça.
Voilà, exactement. C'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à fait dans les expérimentations. On va proposer de le faire à partir complètement unsupervised. C'est-à-dire, je pars du modèle source et j'essaie de faire ces pseudo-labels, etc. Ça, c'est un peu compliqué parce que on a un gap assez grand à franchir et donc on va avoir probablement peu de pixels vraiment robustes et fiables. Inversement, qu'est-ce qui se passe si maintenant je ajoute 5% par exemple de supervised dans mon target modèle, mon target domaine. Donc, je m'autorise à annoter quelques images qui va du coup permettre au modèle déjà d'être un peu meilleur, probablement, et d'avoir des pseudo-labels du coup beaucoup plus intéressants. Et du coup, en gros, 5% du dataset target va être annoté de manière supervisée et 95%, je vais utiliser les pseudo-labels et voir est-ce que ça me permet d'améliorer par rapport à utiliser que les 5% de supervise. Voilà, donc ça fait partie effectivement des expérimentations qu'on va tester. Voilà, donc après, comment est-ce que je peux sélectionner les pixels qui sont robustes ou les moins incertains? Alors, le plus basique, c'est d'utiliser le résultat du softmax, puisqu'à la fin d'un réseau de segmentation sémantique, qu'est-ce qu'on a? Si on a 10 classes, on va avoir 10 couches. Et dans chaque couche, pour chaque pixel, on va avoir la probabilité que ce pixel, pardon, la probabilité, mais le score et la somme des scores est égale à 1, que ce pixel appartienne à la classe 1, 2 jusqu'à K. S'il y a K classes, on va avoir, donc c'est le one-hot encoding quelque part. On voudrait idéalement qu'il y ait un 1 dans une de ces couches et 0 partout ailleurs. En pratique, c'est pas le cas. On va obtenir des scores qui somment à 1 après un softmax en fait. Et du coup, effectivement, on pourrait se dire, même si on sait que les réseaux de deep sont souvent overconfident, sont trop confiants et ont souvent des scores bien plus élevés que leur vraie incertitude, mais en tout cas, en première approche, on pourrait utiliser ce score pour dire, si on a un score supérieur à 0,8, par exemple, le max de ces scores est supérieur à 0,8, ce pixel est probablement relativement certain, donc du coup, je vais l'utiliser en pseudo-label. D'accord. Une approche un tout petit peu plus sophistiquée, ça peut être de dire, pour faire converger un peu mieux, je commence d'abord par ce seuil, il peut peut-être varier dans le temps, à savoir, au début, je prends les plus sûrs, et puis petit à petit, je diminue mon seuil pour aller explorer peut-être des choses un peu plus osées, mais j'ai déjà un peu orienté mon modèle dans la bonne direction en prenant un score élevé au début, puis en le réduisant petit à petit. Bon. Voilà. Après, on peut aller un peu plus loin, on peut regarder par exemple la consistance locale, c'est-à-dire souvent nos images, c'est pas un bruit blanc, c'est des zones relativement homogènes, etc. Il n'y a que aux frontières des objets qu'il va se passer des choses, mais c'est finalement un nombre de pixels très limité. Donc finalement, je peux peut-être sélectionner un pixel comme étant pertinent s'il a la même classe, si le pseudo-label est le même que ses voisins, par exemple. Et ça, en diffusant petit à petit, globalement, si on a un ensemble de pixels localement qui votent tous pour le même pseudo-label, c'est probablement plus pertinent que si on a des pixels complètement isolés qui sont du coup très fabriqués. Après, il y a des approches qui cherchent à représenter les pixels dans un espace d'embedding quelque part, donc à partir des feature maps, et qui regardent par rapport à la source, est-ce que ce pixel est proche de un pixel que j'aurais vu dans la source, et du coup, je prends le pseudo-label de cette source. Donc là c'est même, ça va plus loin que juste faire une inférence, c'est regarder est-ce que quand même parmi les pixels de mon target domain, j'en ai certains qui ressemblent beaucoup en termes de ces embeddings à ceux de la source et du coup j'utilise ça pour faire mes pseudo-labels. Après, on peut estimer vraiment une incertitude. Donc ça, il y a tout un temps de travail dans la recherche pour comment estimer l'incertitude de prédiction de, par exemple, segmentation sémantique. Et indépendamment du score qui sort du softmax, ces incertitudes, elles peuvent se faire, par exemple, à partir de ce qu'on appelle du test time augmentation. Vous savez tout ce qu'on fait lors du training de l'augmentation d'apprentissage à l'apprentissage, donc en faisant des crops, des rotations, changement d'illumination, de contraste, etc., pour essayer de mieux généraliser sur nos images. Mais on peut aussi faire ça au moment du test et regarder comment varient les inférences après ces augmentations.
Donc, alors en prenant des augmentations peut-être un peu plus soft que celles qu'on fait en train, où là on veut vraiment de la généralisation, donc on a souvent des augmentations assez conséquentes. Mais au moment du trade, on peut faire des augmentations un peu plus soft et vérifier, bah, lorsque je tourne l'image, lorsque je la zoome et dézoome un petit peu, etc., est-ce que bah, au même endroit, au même pixel, après avoir compensé la transformation, j'obtiens toujours la même prédiction ou est-ce que ça varie beaucoup? Et on s'attend par exemple qu'aux bordures des objets, c'est là où c'est le plus incertain, bah, ça va sûrement clignoter pas mal en fonction de comment le pixel tombe, voilà, en fonction des transformations qui ont été faites. Donc, on va avoir une grande incertitude aux bordures des objets. Par contre, là où on a des zones très homogènes, bah, probablement la transformation ne va rien changer. Et du coup, notre inférence, ça va être toujours constante. Donc, voilà. Donc, par la variation des inférences suite à des perturbations qu'on met dans le network, on peut estimer une incertitude de prédiction comme ça et baser du coup la sélection des pseudo-labels sur cette incertitude. D'accord? Un autre moyen aussi, ouais, pardon. Juste pour le softmax, c'est évidemment une approche seule qui est utilisée, parce que typiquement pour des démarches style il y a des trucs un peu plus, c'est-à-dire qu'on peut imaginer mais ça ne va pas être la même robustesse si la première classe est à 0,5 et que les suivantes sont à 0,5 par 9, ou si la première est à 0,5 et la deuxième à 0,45. Tout à fait. Ouais. Des distributions de softmax. La deuxième chose, c'est de dire, voilà, on ne sait pas effectivement à ce que ça doit varier au niveau des frontières des objets. Et donc là, est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas faire ça rapidement avec des techniques autres de computer vision pour détecter les bords, enfin détecter les limites de contour et justement vérifier qu'à ces limites de contour, on a une transition. Ouais, bah, tout à fait, oui. On pourrait imaginer effectivement d'avoir, voilà, faire tourner un Cani ou un truc comme ça, et puis un détecteur de contour et regarder, soit utiliser ça pour ne pas prendre systématiquement, par exemple, ce qu'il y a sur ces contours, ou une autre approche, effectivement, mais ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, par rapport à ta première remarque, effectivement, il y a des approches basées vraiment sur l'entropie des scores, voilà, des scores du softmax. Ils vont du coup chercher à voir, voilà, est-ce que j'ai vraiment un score qui sort de tous les autres ou finalement le score se répartit sur plein de classes. Donc c'est une autre approche. Voilà, une autre manière de rajouter du bruit dans les networks, c'est d'utiliser un Bayesian network, mais ça, c'est plus invasif parce que ça veut dire qu'il faut que le network lui-même soit un réseau bayésien. Donc, une des manières simples de faire un réseau bayésien à partir d'un réseau deep, c'est d'utiliser les couches de dropout. Donc, c'est vrai que ces couches de dropout, c'est une couche qui normalement est utilisée que pendant l'apprentissage pour, de manière random, désactiver des neurones dans le réseau pendant l'apprentissage. C'est censé pouvoir régulariser un petit peu l'apprentissage. Et donc, voilà, à chaque itération de l'apprentissage, on va désactiver certains neurones qui ne vont pas être appris. Le réseau, il doit trouver différents chemins, disons, pour arriver à la conclusion. Donc, ça veut dire qu'on a voilà, on a ces couches-là, et d'habitude, elles ne sont pas utilisées au moment d'inférence. Sauf qu'en pratique, on pourrait les utiliser, effectivement, et c'est l'idée là, c'est de dire, bah, puisqu'on a ces couches-là, on va aussi faire du dropout pendant l'inférence. Donc, on va faire, par exemple, 100 inférences en éliminant de manière random, encore une fois, certains neurones dans le réseau. Et bah, ces 100 inférences sont valides, puisqu'il a été appris à trouver quelque chose de valide avec ce dropout aussi. Et du coup, on peut tester là aussi l'incertitude de chaque pixel en fonction de ces 100 inférences et voir quels sont ceux qui sont stables, pas stables, et même évaluer vraiment une incertitude. Alors bon, évidemment, ces approches-là, elles sont assez coûteuses, parce que ça veut dire qu'il faut faire N inférences au lieu d'une seule. Mais c'est un des moyens aussi de rajouter des perturbations dans le réseau pour regarder la stabilité des pixels en fonction de ces perturbations. Enfin, dernier point, il y a des approches aussi qui utilisent, là j'ai parlé surtout comment sélectionner les pixels les plus robustes,
mais finalement, il y en a peu souvent des plus robustes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait aussi utiliser ceux qui ne sont pas robustes, qui sont les plus nombreux? Et en fait, l'idée du papier UDPL, là, par exemple, Using Unreliable Pseudo-Labels, c'est de dire, souvent, ceux qui ne sont pas robustes, c'est souvent donc, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire ici, là, le pixel qui se trouve juste à la limite entre le gamin là, et sa moto, justement, on hésite entre gamin et moto. Par contre, on est sûr que c'est pas une voiture, on est sûr que c'est pas un train, et on est sûr que c'est pas une bicyclette apparemment. Et du coup, cette information-là, le fait qu'on soit sûr, enfin en tout cas le réseau a vraiment des très faibles scores sur ces autres classes, on peut construire un loss à partir de ça aussi. C'est-à-dire de dire, si jamais finalement pour ces pixels-là, il prédit ces classes-là, on va pouvoir impacter le loss pour justement les prendre en compte. Donc, ils ont imaginé une structure pour aussi pouvoir prendre en compte le fait qu'on soit sûr que ce n'est pas certaines classes. Voilà, donc là, ça c'est l'approche pseudo-label. Et enfin, bon, test time adaptation, je vais sauter rapidement parce que j'ai pris pas mal de temps. Mais voilà, c'est une approche qui est pas mal utilisée en imagerie médicale, où justement, un peu chaque sujet est un peu différent finalement, et qui a un intérêt. Et par ailleurs, on a peu accès à un target domaine, on a peu accès à des dizaines et dizaines, des centaines de scans de plein de patients pour des questions de privacy. Et donc, du coup, il y a un intérêt effectivement à essayer d'adapter la segmentation à chaque patient et donc faire quelque chose. Et donc là, nous, souvent, ces approches-là, ce qu'elles essaient de faire, c'est qu'elles vont refaire un train au moment de l'inférence, mais pas de tout le network parce que ce serait trop lourd. Elles vont juste se concentrer typiquement sur les paramètres de la batch normalization, par exemple, et laisser tout le reste frisé, gelé. Et simplement, ils vont essayer de réestimer les facteurs d'échelle et de biais des différentes couches de batch normalization pour répondre à un objectif de, par exemple, minimisation de l'entropie des scores qui ont été inférés, par exemple. Si on se dit juste ça, on veut que absolument les scores ils soient très confiants sur une classe et quasiment à zéro sur le reste. Du coup, on peut le traduire comme étant un loss, effectivement, et backpropager juste sur les couches de batch norm, de telle sorte que l'apprentissage soit rapide et pas trop coûteux, pour adapter les couches de batch norm pour avoir à la fin des scores qui soient les plus sûrs possibles sur chaque pixel. Et puis là, il rajoute en plus des losses sur les formes, par exemple, pour s'assurer que pour différentes images d'un même patient, on a à peu près les mêmes formes qui apparaissent pour une même classe, par exemple. Ça, c'est un peu spécifique au domaine médical. Voilà. Oui, dans ce domaine-là, est-ce que c'est quelque chose qui vient de dire, par exemple, je fais une manipulation géométrique connue sur mon image. Ouais. Je vais donner, je vérifie que les explications de livre sont également dans le. Oui, tout à fait. Ça fait partie des loss consistent en unsupervised domain adaptation. Exactement. Ça fait partie c'est un peu le même style que le contrastive learning. On va faire différentes augmentations de la même image et on fait un loss sur, effectivement, est-ce qu'une fois que j'ai corrigé la transformation, les deux segmentations sont les mêmes. Quel que soit, alors que je n'ai pas de vérité terrain, mais je compare effectivement les deux. Donc ça fait partie de l'os. Ça, c'est considéré comme de la consistance de pixels, pas comme du TTM. Alors non, ouais, effectivement. Alors, on pourrait le faire en TTA aussi, effectivement, mais ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était plutôt lors du train, voilà, plutôt effectivement avant. Mais en fait, après, la différence avec le TTA, c'est finalement quel budget on s'autorise au moment de l'inférence. Voilà. S'il faut réentraîner tout le modèle, finalement, on fait du réentraînement. On n'est pas en train de faire du TTA. Après, une des différences aussi, oui, c'est quand même surtout que lorsqu'on le fait dans le train, l'objectif c'est d'obtenir un modèle qui généralise globalement à ces transformations, etc. Alors que quand on le fait en TTA, c'est pour vraiment spécialiser sur l'image que je suis en train de faire. Et après, je jette ce que j'ai optimisé, je repars dans le modèle initial pour l'image suivante.
pense à un autre type de TPA qui est celui, par exemple, de pratique de l'OPSA. Il fait des manipulations sur le grain de couleur de l'image et il vient confirmer la prédiction que sur, mais c'est vraiment uniquement au niveau du test, pas du tout de réentraînement, que sur les cadres qui sont restés consistants au travers de toutes les manipulations. Voilà, donc je dirais que ça relève plus de l'estimation de l'incertitude de la prédiction, finalement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure j'ajoute des perturbations dans mon modèle, que ce soit par des Bayesian networks, par des augmentations, je mets des augmentations, et je regarde finalement quels sont les résultats des prédictions stables. Et alors, soit j'élimine celles qui ne sont pas stables, soit simplement j'associe à ma prédiction un score d'incertitude pour dire ce cadre-là, il a été prédit, mais il est très incertain parce qu'il va donner tout dans ce que je rajoute. Alors, en fait, c'est pour générer de la perturbation dans le modèle et avoir plusieurs inférences finalement, à partir desquelles je vais pouvoir estimer une incertitude, justement. Pour estimer une incertitude, l'idée, c'est que si j'ai 50 inférences, par exemple, pour la même image, qui vont varier parce que je n'ai pas donné exactement la même chose en entrée. Alors, c'est une des méthodes. Soit je ne donne pas la même chose en entrée, ça c'est plutôt la méthode d'augmentation. Je fais tourner l'image, zoom, dézoom, etc. Et une fois que j'ai corrigé toutes ces transformations, à la fin, je vérifie si c'est consistant, si c'est cohérent ou pas. Donc ça, c'est la première méthode. L'autre méthode, c'est le dropout. C'est de dire, puisque j'ai appris avec du dropout, donc ça veut dire que mon réseau, il est capable de prédire avec du dropout activé. Donc, c'est ce que je vais faire en inférence. Je vais inférer 100 fois en conservant mon dropout activé. Donc, ça veut dire que le réseau change à chaque fois. Finalement, je ne change pas les inputs. Là, je change le réseau. Et donc, comme le réseau change, je vais avoir des prédictions différentes. Et à partir de ces prédictions différentes, je vais pouvoir calculer quels sont les pixels qui restent stables et ceux qui bagotent, qui évoluent. Et du coup, calculer l'incertitude à partir de laquelle je peux faire du pseudo-label. Mais ça, il faut avoir du coup un réseau qui ait ces couches de dropout. S'il n'a pas. Alors du coup, donc maintenant pour l'atelier à proprement parler d'aujourd'hui, là dans les diapos qui suivent, je vais vous présenter les données, les expériences qu'on a faites via les notebooks. Donc je vais vous présenter la structure en fait des environnements qui vous seront mis à disposition et qui doivent être en train d'être allumés du coup. Vous allez recevoir les identifiants, l'URL et les identifiants pour s'y connecter par mail. Non, vous allez le recevoir, ça va arriver du coup. Alors, concernant les données, donc, on est parti sur des jeux de données qui sont open source. Un qui représente la ville de Potsdam en Allemagne et un autre qui représente la ville de Weingen en Allemagne aussi. Et donc, on est sur une même zone géographique, pas forcément très éloignée, mais même comme ça, on constate que les distributions en fait changent et que un segmenteur qui est entraîné sur Potsdam va éventuellement, enfin, va avoir de très moins bonnes performances sur Weingen. Nous, la direction qu'on a prise, c'est on part de Potsdam et on essaie d'aller d'aller annoter Weingen, du coup. Peut-être juste pour préciser, effectivement, les différences entre les deux, c'est surtout les capteurs qui changent. En fait, on n'a pas les mêmes bandes spectrales. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, la végétation est rouge à droite alors qu'elle est plutôt verte à gauche. Donc, on n'a pas les mêmes bandes spectrales entre les deux. Donc, c'est un domaine gap qui est assez important par rapport. Enfin, voilà. C'est pas effectivement un domaine gap géographique, mais plutôt j'ai changé de senseur, mais pourtant, mes layouts, mes textures, etc., vont être les mêmes. Voilà, on reconnaît, effectivement, on est capable de dire ça c'est des arbres, ça c'est des bâtiments. Voilà. Est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'un réseau franchisse ce Et ces deux jeux de données avaient aussi l'avantage qu'ils ont été entièrement annotés. Alors là, conceptuellement, donc ici, on considère qu'on n'a pas les labels parce qu'on se place dans ce contexte, voilà, de faire du non supervisé. Mais dans la pratique, on a les labels pour tous, ce qui nous permettra du coup d'explorer des hypothèses où on s'entraîne avec un petit peu de Weingen, 2%, 5%, 10%.
Aussi, donc ils sont annotés et ils ont les mêmes annotations. Donc il y a 6 classes, il y a les routes, il y a les bâtiments, il y a la végétation basse qui est à distinguer principalement des arbres, donc, et puis il y a des véhicules et il y a une classe autre. Du coup. Voilà, à constater, là vous pouvez le voir un tout petit peu par ici, il y a des arbres, mais on est plutôt sur la période de l'automne, donc les arbres sont pas hyper feuillus, du coup ils sont assez déplétis, je dirais, assez nus. Voilà, alors telles que les données ont été préparées dans vos environnements, il va y avoir des captures d'écran juste après. Les images de Potsdam, comme je l'ai mis ici, il y a 2975 images de Potsdam et il y a 459 images de Wengen. Et donc, la stratégie qu'on a prise, c'est que toutes les données sont déjà traitées. On a fait un split de 80% de training pour Potsdam et 20% de validation. Et pour Wengen, du coup, un split de 75% de training, 15% de validation et 10% de test. Il n'y a pas de test pour Potsdam, puisque au final, vous, ce que vous voulez, c'est aller tester du coup Wengen, puisque voilà. Euh, voilà. Donc là, comme je l'ai dit, ben, on fait un entraînement supervisé sur Potsdam. Donc voilà. Et puis, ah, c'est bizarre que ce soit toujours là. Et éventuellement, on peut prendre quelques labels sur Wengen, quelques images pour se dire qu'on a un petit budget d'annotation. Là, donc, on a mis des notions de notation qu'on va utiliser. Donc, comme toujours, est-ce qu'on utilise Potsdam tout simplement sans transformation? Et puis, on teste sur Wengen. Est-ce qu'on entraîne un segmenteur sur Potsdam avec un transfert de style? Auquel cas, on a utilisé, par exemple, un encodeur, décodeur, etc. Et après, du coup, on va tester sur Wengen. Ou bien, est-ce qu'on utilise les mêmes stratégies, l'une ou l'autre, mais avec un petit peu de Wengen? Ça, là, vous les retrouverez dans un tableau qui est plus tard et on a créé un tableau qui est partagé, qui va vous être partagé à tous pour que vous puissiez mettre vos résultats et comparer vos différents résultats. Voilà, je vais revenir ici sur cet aspect de pseudo-labeling puisque ça fait partie des choses qu'on a un petit peu développées. Voilà, ça c'est le tableau qu'on vous propose. Donc ici, les notations sont rappelées. Et donc là, comme je vous disais, soit on fait entièrement un transfert de style. Donc vous inquiétez pas, hein, on pourra revenir sur toutes ces notions. On a une baseline, donc une ligne de référence basse qui est un entraînement supervisé sur Potsdam tout seul et une évaluation sur Wengen. Ça, on pourra vous fournir les résultats et donc on a un certain niveau de performance. Après, on a la meilleure ligne de référence qu'on peut avoir, qui est un entraînement supervisé sur Wengen, sur 100% de Wengen, et puis un test sur Wengen. Voilà. Et donc ça va nous donner des performances. Et l'idée, ben après, c'est de développer un ensemble de modèles, d'adopter un ensemble de stratégies et de voir où est-ce qu'on se situe du point de vue des performances, est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on se dégrade, etc. Avec l'objectif, in fine, donc de se rapprocher des performances qui seront ici du coup de l'entraînement supervisé. Euh, voilà, très bien. Peut-être que je peux juste préciser par rapport à la remarque que j'ai faite tout à l'heure, justement d'utiliser, enfin juste pour préciser les annotations ici. Donc l'idée c'est d'indiquer, donc c'est des suggestions, hein, bien sûr. Après tout le monde est libre de proposer autre chose, hein. Mais l'idée avec ça, c'est de voir voilà comment est-ce que telle ou telle approche, le style transfer, le pseudo-labeling, apporte quelque chose dans tel ou tel contexte, unsupervised ou weakly supervised. Donc, par exemple, ce qu'on a indiqué tout à l'heure, ce serait cette ligne-là, là, ce qui était discuté tout à l'heure ici, qui était de dire, je vais prendre quelques annotations, 5% ou 10% d'annotations du target domaine, et le reste, à moins X% en tant que pseudo-label, et sur une itération ou 2 itérations, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc du coup, on met ici, le training data, c'est le training data X% de Wengen training, plus à moins X% des pseudo-labels de Wengen training. Et puis, après, pareil, je vais toujours tester sur testing data VTE. Alors, pourquoi là, il y a train? Non, là, ça doit être VTE, Ça normalement. doit être une Ça erreur. doit être une erreur, effectivement. Normalement, on teste toujours sur VTE. Voilà. Et puis, celui qui est un peu particulier aussi, qu'on voit ici, qui est le domain specialization dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là, on s'autorise à utiliser VTE lors du training. Vous voyez, on va utiliser alors uniquement des pseudo-labels, bien sûr, on ne va pas utiliser des labels qui sont
c'est ce qu'on veut avoir au final. Mais on s'autorise à, pendant le train, utiliser les données sur lesquelles on va tester et même à sélectionner, parce que ça, le validation data, c'est habituellement ce qui est utilisé pour sélectionner le modèle en fonction des itérations ou en fonction des hyperparamètres, etc. Bah, également de sélectionner celui qui marche le mieux sur VTE, effectivement. Voilà. Et puis, testing data. Voilà. Voilà. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. L'idée de la construction de l'atelier, là, pour la matinée, c'est que vous accédiez aux environnements, vous regardez un petit peu ce qui a été fait, et vers la fin de la matinée, après, on discutera des différentes stratégies que vous pouvez adopter. Donc, voilà. Ensuite, concernant les environnements à proprement parler, donc c'est des Jupyter Notebook. Il y aura, quand vous arriverez, 3 dossiers. Un dossier pour les données qui est très, très épuré parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, mais à la fin, en fait, il reste que le minimum d'images nécessaires pour travailler. Un dossier qui contient un ensemble de modèles qui sont les expérimentations qu'on a faites et un dossier qui s'appelle Output qui contient les résultats de nos expérimentations pour que vous puissiez, donc il y a les modèles, il y a le graphe de la loss et puis il y a l'ensemble des images, des prédictions sur le jeu de test, de manière à ce que vous puissiez constater un peu ce qui a été fait et ce que ça donne. Voilà, et donc aussi, donc vous aurez accès à 2 GPU comme je vous l'avais dit, et donc aussi la partie de parallélisation sur le traitement des données au moment de l'entraînement en fait a déjà été codée, donc ça normalement c'est déjà optimisé, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Concernant donc le dossier data, pour Potsdam, grosso modo, on a traité les images pour qu'elles fassent juste 512 pixels par 512 pixels et vous aurez 3 dossiers, images, les images à proprement parler, les masques. Et ici, vous aurez un dossier qui sont les images de Potsdam transférées au style de Weingen par un GAN qui a été entraîné sur un mode one-shot dont on pourra rediscuter du coup. Voilà. Et pour Weingen, vous avez un dossier donc de 512 par 512 avec les images et les labels. Voilà. Euh, Vous verrez que dans le code, pour le chargement des données, les data loaders, tout fonctionne sur la base d'un fichier texte, en fait. On aurait pu prendre un générateur de nombres aléatoires, l'initialiser avec une seed, etc. Mais en fait, au final, je me suis dit, c'est plus simple à manipuler de simplement enregistrer un fichier texte avec l'ensemble des noms des fichiers, et puis juste de charger ces fichiers et de s'en servir pour aller charger les données. C'est un travail qui a beaucoup évolué au cours du temps. Donc, les data loaders, selon l'expérience qui est faite, sont pas exactement les mêmes et du coup, les fichiers texte se transforment un petit peu. Voilà. Et donc, ici, vous aurez le fichier Weingen test 100 qui contient grosso modo 46 images. Et ça, c'est donc toujours le même fichier que vous prenez pour réaliser vos tests. Ensuite, pour les modèles, alors là, on vous a laissé les 2 parties de GAN qu'on a explorées, ça, c'était vraiment pas très performant, ça, c'était un petit peu plus performant. Mais vous, ce sur quoi vous êtes invité à vous concentrer, c'est ce dossier Semantic Segmentation, dans lequel on a un ensemble, enfin, le code, en fait, directement prêt pour faire la ligne de référence avec Weingen, donc avec un 100% ou avec un 10% de Weingen. Vous avez la ligne de référence, donc un entraînement supervisé sur Potsdam sans transfert de style. Vous avez un entraînement supervisé sur Potsdam avec un transfert de style et testé du coup sur Weingen. Et après, vous avez les entraînements supervisés sur Potsdam avec un petit peu de Weingen. Et là-dedans, vous aurez 2 dossiers. Est-ce que on fait les images transférées avec du transfert de style ou est-ce qu'on fait les images de base? Voilà. Et puis là, il y a une tentative qui n'est pas très aboutie, surtout du point de vue du critère de sélection. Elle marche dans son architecture. C'est du pseudo-labeling, donc c'est un premier entraînement, sauvegarde d'un modèle, on récupère le meilleur modèle au cours de l'entraînement, on fait des prédictions sur le jeu, donc sur l'ensemble des images de Weingen, à l'exception du jeu de test à ce stade. Et puis, on adopte un critère de sélection de certaines de ces prédictions. Le critère, actuellement, il est très, très simple. Il est même pas basé sur un pixel, il fait la moyenne des probabilités gardées sur l'ensemble de l'image et puis il choisit sur la base d'un seuil. Voilà, et je peux vous le dire, ça donne même des très mauvaises performances. Et après, du coup, il y a un deuxième entraînement où là, on reprend l'ensemble de jeux de Potsdam pris pour l'entraînement et puis on met les images qui ont été gardées de Weingen. Et puis à la fin, bah, du coup, on fait un test sur le jeu de test. Voilà. Donc ça, vous pouvez le reprendre. Ce qu'il faut, c'est réfléchir aux critères de sélection.
Voilà, donc les notebooks sont codés et juste pour de manière à ce que votre travail soit sauvegardé, si, enfin, vu que vous allez faire des choses qui sont intéressantes, ce à quoi je vais vous inviter, c'est de créer au moment où vous connecterez sur votre espace, il faudrait que vous créiez un dossier avec votre nom dans lequel vous copierez et collerez les fichiers de code qui vous intéressent et dans lequel vous travaillerez. Comme ça permet d'identifier ce que vous avez fait et puis ça permettra au moment où on rassemblera tout le travail de pas supprimer le travail des autres, du coup. Voilà. Et donc, pour les outputs, eh ben, en fait, il y a les résultats des différents entraînements. Donc là, j'ai sauvegardé l'ensemble des modèles. Moi, j'ai gardé un certain nombre de modèles du GAN qui a été entraîné, pas du Cycle GAN, mais du GAN. Et puis ici, bon, bah voilà, j'ai les baselines. Là, j'ai Potsdam et Wengen. Et puis, j'ai les différentes choses dont je vous ai parlé. Et là, l'idée, c'est que vous créiez aussi un dossier avec votre nom, de manière à ce qu'on puisse distinguer ce que vous avez fait. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, maintenant ou après, et normalement, vous devriez être en train de recevoir vos notebooks pour les explorer. Bon, c'était plutôt de l'ordre du debug en fait. Ouais. Ah. Euh, donc, en fait, le truc dont je me suis rendu compte qui était un peu bizarre, c'est que là ici, le deuxième en bas là, c'est donc le Potsdam. Donc je travaillais sur les pseudo-labellisations. D'accord. Et donc je regardais la baseline Potsdam, elle a ces résultats-là là. Et en fait, Julien avait fait une pseudo-labellisation avec un threshold de 0,75 là. Et en fait, le modèle entraîné donnait des résultats plus mauvais. Alors qu'il y avait quatre images qui avaient été rajoutées aux datasets, ce qui paraissait bizarre, quoi. Quatre images mettent en vrac complètement les ressources. En fait, il y avait un tout petit bug. C'était ici, dans la partie où en fait, il gênait en fait là donc les images pseudo-labellisées. En fait, il est labellisé avec le modèle de base. Puis il va sélectionner celles qui sont à un niveau de qualité supérieur à 0,75. Alors, l'attache avec un critère qui est très mauvais parce que du coup, Oui. je prends les probabilités, la probabilité la plus haute sur le canal qui va bien, du coup, et puis bah, après, je fais une espèce de pointure sur l'ensemble de l'image. Et là, j'applique un seuil. Et donc, en mettant ce seuil, tu sortais quatre images. Et donc, l'idée, c'était de distribuer entre le trend set et le val set les quatre images, donc trois dans un, une dans l'autre. Et en fait, il mettait les trois des deux côtés. C'est juste qu'il fallait inverser. Là, il y a un 2 points NB, et puis de l'autre côté, il y a aussi un 2 points NB. Il fallait mettre NB point, en fait, pour que les trois images passent dans le trend et la dernière passe dans le val. Et en fait, là, il avait trois les images à la fois dans le val et dans le trend. Je reste quand même un peu étonné que aussi peu d'images mettent le truc en vrac, mais bon. Donc, du coup, ce que je me suis donné comme objectif, c'est simplement de corriger ce bug-là et voir ce que ça donnait. Et alors, quand je corrige le bug, en fait, ça me donne donc ce résultat-là, qui est, si je le compare donc à la partie. Non, c'est celui-là. Ça, voilà, c'est la partie corrigée. Donc là, on voit qu'il est bien meilleur, effectivement, que celui de Julien, et on retrouve à peu près les performances du Potsdam de base. Donc, En gros, les quatre images de plus n'ont pas changé grand-chose. Donc, je me suis dit, OK, peut-être qu'on peut, du coup, augmenter dans l'image, c'est-à-dire baisser le threshold et mettre à 0,6. Ce que j'ai fait, parce qu'en mettant à 0,6, on a 150 images qui sont de la PID. Ouais. Ça fait peut-être un peu trop d'ailleurs, mais ça en fait beaucoup plus. Ouais. Et donc, je l'ai re-entraîné avec ça, et donc ça donne ce résultat-là, ce qui est un tout petit peu meilleur que celui d'avant. Pas beaucoup. Et donc, si j'essaie de le comparer avec le Potsdam de base, en fait, on voit qu'il y a une petite amélioration sur les trucs moyens. Enfin, vous voyez, on est 42-37, on passe à 43-48, 30, 31, 48, 50. Bon, légère amélioration. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder par classe. En fait, le clutter est pareil. Par contre, le building, on est bien meilleur. On est passé de 36 à 47 et de 22 à 30. Par contre, on a perdu du coup sur d'autres classes. Donc en fait, on est meilleur sur les buildings ou sur les armes en particulier. Et sur les autres classes, on a perdu.
Voilà. Ça veut dire, j'en sais rien. Mais en fait, la vraie vie, c'est qu'il faudrait modifier ta. Ouais. Ah, la Hmm. méthode, ouais, ouais, clairement, mais c'est costaud parce que ça, ouais, ça peut pas être simple. Donc on viendra du coup avec vous, parce que vous avez ok. Est-ce que donc, en fait, j'ai travaillé sur le problème de pseudo-labellisation, sauf que j'ai mis en plus, beaucoup plus d'handicaps. En fait, j'ai part du réseau qui a été appris sur la base de données de l'autre ville, là, voilà, Potsdam. Et j'ai me dit, maintenant, j'ai une autre ville, sauf que j'ai pas le droit d'accéder à Potsdam. Enfin, par contre, j'étais, on va dire, c'est le classique, j'ai accès à ImageNet ou n'importe quoi, mais j'ai pas forcément téléchargé les millions d'images de Google. Donc, voilà. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai reprends du coup un pourcentage de la nouvelle ville et je les split, une partie que je vais utiliser en validation, dont je ne vais pas trop toucher, et une partie que je vais utiliser en entraînement. Et cette partie que je vais utiliser en entraînement, bah, en fait, ça va être pseudo-labellisé. Donc, je prends tous mes 400 images et j'utilise le label donné par la pseudo-labellisation comme entraînement. Euh, Par contre, base validation, je les connais. Je connais 10%. Non, je reprends. J'ai dit, je connais 10%. Après, on fait ce qu'on veut avec. On peut mettre tout en training, en validation. Et du coup, je me suis dit, donc, la pseudo-labellisation va être de toute façon faite. Donc, ça, je vais utiliser le training. Plus ces 10%, je peux l'utiliser. Alors, forcément en validation, parce que comme ça, je suis sûr d'utiliser les données dont je connais la vérité. Mais je peux mettre aussi en training. Et du coup, j'ai splitté 5% training, 5% validation, et tout le reste, c'est des pseudo-labellisations. Donc, qui est en fait, je ne sais pas combien d'images il y aura, ça dépend de threshold. Du coup, je n'ai pas du tout joué sur le threshold, machin, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'eux, ils travaillent sur ça. Donc, je me suis dit, je vais plutôt voir le feeling, l'utiliser, ne pas utiliser d'autres données, utiliser vraiment que ce qu'on connaît. Du coup, à la fin, expliquer, blablabla. Donc ça, c'est le résultat sur la base de tests du réseau de départ, donc qui est peut-être le minimum, là, Potsdam, inférence sur la nouvelle ville. Donc là, les chiffres 30 quelque chose. Donc j'ai fait ma pseudo-image, donc là, il a choisi la 23 images. Est-ce que c'est assez grand? Ouais. 23 images. Que j'ai fini par expliquer du coup à la fin. Voilà, j'ai 44 données, je pense que j'ai inversé, alors ça c'est train, c'est valide. Donc j'ai 44 données de validation, dont 22, c'est mes 5% que je connais, plus 22. Alors j'ai un compris pourquoi c'est 22, mais parce que là il a dit 23. Mais le print il est bon. Ok. Mais j'ai 21 sur la valide. Et je connais la valide. Et, je veux dire, c'est des bons. Voilà. Et puis après, je lance le training que vous avez de base. Voilà. Je vois que ça converge plutôt pas mal. Enfin, je n'attendais pas que ça soit aussi bas. Donc, j'ai fait que 20 itérations. Enfin, Et t'as coupé la 20e itération? ouais, parce que ça a duré 2 minutes, là, tellement, hein, ça n'a pas été longtemps. C'est que 40 images. Enfin, Ça a duré 2 minutes avec 40 images, enfin, d'accord. ouais, un truc comme ça. Regardez là. Là, j'ai mes 20 itérations. Il y a une itération par seconde. Non, oui, mais regarde, si tu regardes un peu, tu fais un peu train loss, val loss, il mettait Ah, mais en 1 minute, 0,04 total minutes. time. Et Total Time, il a mis 0,93 minutes, il a mis à peu près, je sais Oui, pas, 56 secondes, 1 minute voilà. pour entraîner totalement, du coup. Ouais. Donc en vrai, tu pourrais aller plus loin si tu veux. Ouais, du Tu pourrais coup, même le relancer là. alors, du coup, pas vraiment ce qui m'intéresse, parce que ce qui va être plus intéressant, c'est pas aller plus loin. Donc, pour finir, donc là, je vois qu'en fait, finalement, il a amélioré, donc heureusement. C'est juste parce que j'ai rajouté de nouvelles données de la nouvelle ville. Voilà, ça, c'est normal. Alors maintenant, il faut comparer ça avec d'autres types d'entraînement. Utilise 10% des données, finalement, pour voir qu'est-ce que ça fait.
Et là, ce que j'étais en train de faire, c'est qu'il y a l'autre action qui est l'itération, c'est en fait toute cette partie labellisée et réentraînée. En fait, je peux itérer, en fait, parce que plus je suis mieux, plus j'aurai d'images dans mon pseudo labellisé qui dépasse mon threshold, j'imagine, si j'ai bien compris. Oui, Plus mon réseau est bon, oui. plus mon threshold va accepter des images pseudo labellisées. Ouais. Et là, j'aurai de plus en plus d'images qui, j'ai dit, bonnes. Et du coup, ça devrait aller de mieux en mieux. Ouais. Voilà. Mais sans fiche des itérations. Après, c'est juste D'accord. pour voir est-ce que vraiment j'apprends à labelliser de mieux en mieux des images, en fait. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux retourner sur un autre table pour notre fichier là, du coup? Ouais, bah, j'ai pas encore fini là. Je viens de faire la boucle fort. Ouais, mais non, je retourne juste Ah sur oui, oui, absolument. Là, voilà, vous le trouvez. sur les mails que tu as trouvés, à la toute fin, du coup. Yes. Là, tu es quand même à, au le pixel actuality, tu es à du 74, tu es à 42, j'ai l'impression. Et on peut revenir à ce que c'était juste avant, du coup, 53, 41 et 74 contre Je comprends. Quelle partie? ton modèle de départ avant que tu avais entraîné. Ah oui, oui. Voilà. C'est mon test. Tu vois, si tu as fait effectivement ton test sur le même jeu, du coup, tu as quand même une grosse amélioration. Là, entre tes deux. Ouais, après, je sais pas comment ça se compare à full entraîné sur d'autres images. Oui, oui. Là, on est à 80. On est à 80. Ouais. Et après, j'ai que 20 images de. Ah non, images de test, non, pour tester. L'image de test, tu dois en avoir 40. Et la valide, elle est quand même petite. Je sais pas comment ça va avancer. Et le modèle, il est réentraîné from scratch ou c'est parti du modèle Postgame? Je pense que j'ai. Bonne question. Je sais pas, tu fais le code, j'imagine qu'il il repart en fait, non? Ouais, tu repars de plein de films. Ah oui, oui. Avec un petit peu, je te souviens. Parce que tu as le modèle. En fait, là, tu recrées le modèle et effectivement, après, tu fais ton Activate Super Realization si tu redescends un tout petit peu. Et là, tu repars pour l'entraînement. Et si tu voulais, tu pourrais, entre la création de ton modèle là et l'étape d'après, tu pourrais recharger les paramètres du modèle. Du coup, si tu fais un save, du coup. Mais donc là, effectivement. Non, là, j'ai refait from scratch, mais c'est pas une bonne idée, ça, effectivement. Donc, je devrais en fait faire. En fait, elle est déjà loadée parce que j'ai fait l'inférence tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai mis ici pour loader. Alors, voilà, pour loader, En fait, il faut ici que je fasse load modèle, en fait. voilà, un modèle load state, et puis tu lui indiques le chemin de là où de ton fichier.cth, du coup. C'est pour ça que j'ai assez bons résultats. Je suis pas parti de l'autre modèle. Je suis parti d'ImageNet. Hein? Ouais, mais pour choisir, là, pour le coup, choisir des nouveaux labels, je suis sûr que j'ai pris le modèle avant parce que je ne faisais même pas cette partie ici. Donc, c'était beaucoup avant, faire l'inférence, choisir le modèle. Dans cette partie-là, c'est sûr que c'était avec le modèle entraîné dans notre ville, pour au moins pour choisir les nouveaux labels. D'accord. Après, c'est vrai que chez coup, effectivement, j'ai retrain from scratch, pour le coup, là. Ouais. Dans ton tableau, tu avais le fait d'entraîner qu'à partir, enfin sans faire de pseudo-labeling, mais avec 10% de Bayesian, par exemple. C'est intéressant de comparer par rapport à ces chiffres-là. Ouais. Pour voir justement l'apport du pseudo-labeling. Donc, tu n'es pas sûr qu'il soit comparable. Si vous prenez juste 10% de Weingen à noter, du coup, on obtient pour la Miao, on obtient 38. L'autre descend Miao. Mais en utilisant Postgame aussi, c'est pas toi, c'était Postgame plus 10% ou Là, je suis sur une baseline qui utilise que du Weingen, juste 10% de Weingen. voilà. From scratch de ImageNet. Ouais. Et donc, on obtient du 38. Donc là, tu es à 42, du coup. On obtient 48 pour le F1, 48,59. Donc là, tu as une légère amélioration aussi. Et pour l'OPA, on obtient 72. Donc, voilà. Bah, en gros, voilà, tu es équivalent à un modèle entraîné sur 10% de Weingen.
annoté à la main par un être humain, du coup. En prenant un modèle from scratch, etc. Un petit peu plus, donc, toi aussi, pour 10%, du coup, Ça, mais j'ai 20 images de plus dont je ne connaissais pas le label. sur la mer, on a noté quand même quelques pourcents. 3-4%. Ouais. Il faut que je vais relancer en faisant le load. Si on peut le monter, parce que du coup, je ne suis pas sûr que c'est juste faire un load. Si, c'est juste. Normalement, c'est pas un load state. Je l'ai plus là. Parce que c'est le modèle est le même, j'imagine. Alors, si tu veux, ouvre le fichier SEMSEC juste en dessous du fichier dans lequel tu le trouves. Si tu ouvres celui-là. Voilà, si tu descends un petit peu, stop, non, descends encore. Voilà, très bien, tu fais un load state. Avec le path qui était déjà là. Et du coup, ton path, pour que ce soit le bon path, parce que tu as le fichier que tu veux aller chercher. Ouais, de toute façon, je l'ai déjà, puisque c'est ce que j'ai fait pour faire l'intervention. Moi, je dirais c'est ça. Mais... Donc, voilà.